Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Voici arrivé le temps du dernier webinaire pendant ce mois de mars consacré au dépistage du cancer du côlon. Vous avez eu la chance de pouvoir profiter de plusieurs exposés, tous de grande valeur, réalisés et menés par différents orateurs que je remercie tous à titre personnel et au nom des structures impliquées dans cette organisation et au nom de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Je tiens particulièrement à remercier le centre de dépistage de l'Île-de-France et de Val-de-Marne qui a fait l'ouverture de ces webinaires, le service de la communication de l'hôpital, le service de 3C, centre de coordination en cancérologie de l'hôpital, le service informatique qui nous a assistés pendant toutes ces journées, Madame la directrice de CHU Henri Mondor, les acteurs des structures médicales, et en particulier un remerciement particulier envers Christophe Tournigan, chef de service de l'oncologie, qui a coordonné et assuré l'ouverture de plusieurs de ces webinaires. Et je tiens particulièrement également à remercier les professionnels, différents professionnels impliqués. Vous savez, différents professionnels de l'hôpital, que la remise de tests de dépistage est ouverte de nouveau courant mois d'avril. Vous pouvez vous renseigner aisément auprès de 3C. Sans plus tarder, je vais faire peut-être le résumé de ce que nous avons appris pendant ces différents webinaires. Peut-être la première question, pourquoi consacrer une journée au dépistage de cancer du côlon? La justification réside dans ces éléments d'ordre épidémiologique que je vais édicter. D'abord, c'est un cancer dont on voit la prévalence augmenter sur ces 40 dernières années, quasiment 1% de plus de nouveaux cas tous les ans. Ça fait beaucoup, 1 à 4% tous les ans. C'est simple, dans les années 1970, on dénombrait en France 25 000 nouveaux cas, aujourd'hui plus de 42 000 nouveaux cas par an. La mortalité reste importante, 15% de décès par cancer, c'est la deuxième cause de décès par cancer en France. Aux États-Unis, ça reste également une cause importante de décès. Donc, dans beaucoup de pays, le cancer du côlon reste fréquent et grévé de grande mortalité. Alors, bien évidemment, nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine de diagnostic, de thérapeutique, et quasiment on fait la médecine à la carte. Et vous avez eu l'occasion de voir à travers les différents exposés qu'on fait la médecine et le traitement à la carte. Néanmoins, les progrès médicaux n'arrivent pas à contrer l'augmentation d'incidence de cancer du côlon. C'est pourquoi un cancer qui reste de mauvais pronostic, qui reste fréquent, donc qui a un coût pour les citoyens et pour la société, mérite d'être dépisté. Ceci explique pourquoi il va falloir, avant même que la tumeur fasse parler d'elle-même par les symptômes cliniques, on détecte, car, comme vous le savez, une maladie détectée précocement peut être guérie. Alors, j'ai eu moi-même l'occasion de vous présenter cette diapositive que vous revoyez peut-être pour la seconde fois, qui vous résume en fait le cours des cancers. En réalité, notre environnement a changé sur ces 40 dernières années et que probablement le premier responsable de l'augmentation d'incidence du cancer, c'est notre environnement. Alors, dans l'environnement, il est difficile de cerner tous les éléments et toutes les causes impliquées dans l'environnement. Ce qu'on sait, c'est que quasiment à partir de l'âge de 20-25 ans, un certain nombre d'entre nous avons une vitesse de renouvellement d'épithélium du côlon. Ici, vous voyez la crypte
la muqueuse du côlon, vue en microscopie. Les points noirs, ce sont les cellules filles, les cellules qui viennent de naître. On renouvelle notre épithélium tous les 3-5 jours. Un certain nombre d'entre nous vont avoir une vitesse de renouvellement plus rapide, c'est-à-dire vont mettre 2 ou 3 jours à renouveler. Ces individus-là sont exposés au développement quelques années plus tard de ce qu'on appelle les cryptes aberrantes. Les cryptes aberrantes, c'est ces polypes qui naîtront quelques mois ou quelques années plus tard, avec les glandes, vous voyez, l'épithélium qui devient distendu. Donc très vite, peut-être dès l'âge de 40-45 ans, ces petits polypes qui naissent. À partir de 55 ans, les polypes de plus grosse taille, il faut les enlever car un certain nombre peuvent dégénérer en cancer. On ne sait pas, bien évidemment, tous ces polypes ne dégénèrent pas en cancer. On ne sait pas qu'est-ce qui fait que certains vont dégénérer en cancer. On sait qu'il y a quelques facteurs de risque, essentiellement des risques d'ordre métabolique, c'est-à-dire parce que nous prenons plus de fuel énergétique, nous consommons plus de nutriments de l'environnement que de dépenses énergétiques que nous rendons, et des maladies comme l'obésité, comme le diabète, restent des facteurs favorisant finalement d'apparition de polypes et bien sûr de cancer. Des maladies émergentes comme les maladies inflammatoires chroniques intestinales qui induisent de l'inflammation au sein de la muqueuse également constituent des facteurs de risque. Alors fort heureusement, lorsqu'on fait des coloscopies, on peut enlever ces polypes. Vous voyez, ces polypes, on les enlève avant même qu'ils deviennent cancéreux, et ainsi on peut mettre à l'abri l'individu qui a développé des polypes à l'abri du cancer. C'est pour ça qu'il faut dépister. Alors ceci n'est pas une vue d'esprit, c'est parce que la théorie qui domine actuellement notre spécialité gastro-entérologique, c'est que la muqueuse normale devient polypoïde à un moment donné et certains polypes deviennent cancéreux. Alors ceci a été bien établi à partir des courbes finalement d'apparition de ces adénomes, de ces polypes, en fonction de l'âge. À partir de 50 ans, tout un chacun dans nos environnements, dans nos milieux, peut développer un polype. Et vous voyez, il faut à peu près 10 à 15 ans pour développer un cancer, parce que vous voyez, la courbe d'apparition de cancer est quasiment calquée sur la courbe d'apparition de polypes décalée de 10 à 15 ans. Comme je vous ai dit, on ne peut pas savoir lequel de ces polypes va dégénérer. Donc, le fait de faire les coloscopies précocement permet d'en faire la cure et mettre à l'abri l'individu de cancer. D'où l'importance du dépistage. Vous voyez, aujourd'hui, le dépistage consiste en quoi? À mesurer le taux d'hémoglobine, le taux de sang dans les selles. Ceci grâce à un dispositif que vous connaissez, vous pourrez avoir, et je vous montrerai dans quelques secondes sur une autre diapositive. Et la présence du sang dans les selles existe toujours, mais chez les sujets normaux, c'est très faible. Chez les gens qui ont le polype un peu plus élevé, et puis chez les gens qui ont le cancer, beaucoup plus élevé. Donc, on a calqué la dose illégitime, en quelque sorte, de sang dans les selles, de sang non visible à l'œil nu, et bien pour sélectionner ceux qui devraient aller faire une coloscopie. Alors, c'est très important que vous sachiez que si jamais vous avez vu du sang dans les selles, vous n'avez pas besoin de faire ce test. Il faut aller voir son médecin, son gastro-entérologue pour réaliser la coloscopie. Le test est conçu pour ceux qui ne voient pas, et à partir de 50 ans, pour même ceux qui voient et qui ne voient pas de sang dans les selles, savoir s'il y a des taux invisibles de sang dans les selles. Alors voici le dispositif. Avant, le test traditionnel a disparu. Maintenant, c'est un dispositif simple à usage et quasiment 75% de la population devrait réaliser ce test, et si le test est positif, va faire la coloscopie. Les 25% restants, c'est ceux qui ont des symptômes de douleurs abdominales, des troubles du transit, du sang dans les selles ou des maladies comme les maladies inflammatoires intestinales. Ceux-là devraient aller faire directement une coloscopie. Qui couvre, qui paye? C'est les structures de dépistage qui couvrent et qui payent, ce sont les caisses d'assurance maladie, les structures de dépistage, avec l'aide de médecins généralistes, de gastro-entérologues et bientôt, je pense, avec les pharmaciens. Alors, comme je vous l'ai indiqué, le but, c'est d'aller voir en coloscopie qu'il y a des petits polypes, des polypes de plus grosse taille, et bien, on fait la cure grâce à ces dispositifs au cours de la coloscopie. On met l'arceau autour du polype, on l'enlève. Le risque existe, mais ce risque n'est pas très élevé. Malheureusement, de temps en temps, la lésion est déjà, vous voyez, étalée, va en profondeur, on ne peut pas l'enlever en cours de la coloscopie. Eh bien, ces individus-là, pour qui on aura fait des biopsies qui montrent qu'il s'agit d'un polype avancé
ou éventuellement dégénérer en cancer, eh bien, la chirurgie va permettre d'assurer une guérison parce que ces tumeurs-là ne sont pas à un stade avancé. Au cours de ces journées également, on a abordé le problème de risque génétique. Alors, jusqu'à un passé très récent, on pensait que tout était génétique. Et tout reste génétique. Mais bien évidemment, la génétique n'explique pas tout. Notre environnement est défavorable, même si certains d'entre nous allons avoir un risque plus élevé vis-à-vis des facteurs de l'environnement. Il est très important, si au sein d'une famille, il y a une présentation de maladies un peu plus fréquente par rapport à d'autres familles, en parler à son médecin, aller éventuellement en consultation d'oncogénétique pour voir si la recherche génétique de susceptibilité à la maladie existe, auquel cas on fera des coloscopies, indépendamment du fait qu'il y ait ou non du sang dans les selles et de façon assez rapprochée, souvent une fois tous les 2 ans. Alors, j'ai eu également l'occasion de vous parler, bien évidemment, sur cette séquence cryptaberrante adénome et cancer que vous retrouvez ici sur cette diapositive en vue coloscopique et cryptaberrante sur cette vue microscopique qu'on peut faire également au cours de la coloscopie, l'implication de l'environnement grâce à l'analyse des bactéries que nous hébergeons dans votre intestin, car ces bactéries donnent des informations sur l'environnement que nous avons, dans lesquels nous avons vécu et sur, par exemple, le mode alimentaire que nous avons eu. J'ai eu personnellement l'occasion de vous parler des risques relatifs, des éléments d'alimentation, et je vous ai exposé que les risques relatifs, ça veut dire quelle est la probabilité que je développe un cancer du côlon si je consomme beaucoup de viande, et de viande rouge, par exemple, par rapport à ceux qui ne consomment pas de viande ou qui consomment de viande blanche. Ainsi, on peut assimiler, par exemple, le risque de la consommation de la viande blanche en bleu, le risque de consommation de viande rouge en rouge, et sur ce panel de 144 boules, eh bien, ça revient à faire 44 boules rouges sur 144, donc un risque de 0,3, et 6 boules bleues sur 144, 6 sur 44, 0,04 pour le risque de viande blanche. Et si je devais comparer le risque relatif de favoriser la survenue du cancer du côlon si je mange exclusivement la viande rouge par rapport à la viande blanche, c'est 7,6 fois supérieur. Et ceci permet, pour quasiment tous les nutriments, d'établir un risque. Il y a eu également, Dr Joly a eu l'occasion de vous parler de l'exercice physique. Comme vous le savez sans doute, l'un des fléaux de la civilisation moderne, c'est que nous bougeons moins qu'il y a 40 ans, qu'il y a 60 ans, qu'il y a 100 ans, et nous mangeons autant, voire plus. Donc, le surpoids reste un élément informateur. Alors, il faut bien évidemment que j'assure une alimentation saine, équilibrée, mais également augmenter mon activité physique. Pour perdre, par exemple, l'excédent de poids que j'ai, de 6 kg par rapport à mon poids de forme, que dois-je faire? Est-ce que je m'organise pour débloquer une séance de sport par jour ou je m'organise pour débloquer 2 séances de sport par jour? Et on sait qu'une activité plus régulière, plus étalée, 2 séances sont meilleures qu'une séance et 3 séances sont meilleures que 2 séances. Donc l'activité physique est un élément, un volet important de l'activité. Et bien évidemment, si cette activité est étalée dans le temps, et ceci est plus important que si c'est réuni sur un laps de temps court. En quelque sorte, votre poids reste un indicateur assez solide et valable, simple. C'est un peu comme votre compte en banque. Bien évidemment, si vous épargnez en consommant beaucoup de nutriments, et si vous ne dépensez pas, votre compte va grossir. L'idée, c'est d'assurer un équilibre. Il n'y a aucune opposition à ce que vous preniez l'équivalent de 2 repas à la place d'un, mais si vous dépensez l'équivalent de 2 individus, je pense que le bilan sera 0 et vous pouvez ainsi réduire les méfaits de l'excédent énergétique. Alors, nous avons eu l'occasion également de parler de l'imagerie. Alors, l'imagerie, c'est la coloscopie d'abord, puisqu'on voit, ça, ce sont des vidéocoloscopies, on voit des tumeurs au niveau de la coloscopie. On a parlé également de scanners, l'échographie. Vous voyez ces tumeurs, par exemple, au niveau du rectum. Tous ces éléments-là ont été validés en comparaison aux pièces opératoires dans lesquelles on trouve la tumeur et
longuement, on vous a parlé des techniques à venir qui sont l'IRM, adaptées essentiellement au cancer du rectum, mais également, il est possible qu'à l'avenir, l'IRM de corps entier puisse permettre d'assurer un suivi et un bilan d'abord au moment de détection de la tumeur et aussi un suivi au long cours. Ceci est un point très important. Les progrès sont venus essentiellement dans le domaine de l'imagerie. Aujourd'hui, on est capable, avant de proposer un traitement, que ce soit par voie endoscopique au cours de la coloscopie ou que ce soit par voie chirurgicale, de faire un bilan complet de l'imagerie et puis dire si la tumeur est avancée ou localisée uniquement au côlon. Il faut se rappeler que lorsqu'une tumeur est détectée par le biais du dépistage, cette tumeur est toujours à un stade moins avancé et donc la guérison est plus garantie. Le progrès est venu également dans le domaine de chirurgie. Vous avez eu longuement un exposé sur les nouvelles techniques, les techniques classiques bien sûr de chirurgie, avec si la tumeur est au niveau de sigmoïde, une résection de sigmoïde, ou au niveau du côlon droit, si la tumeur réside au niveau du côlon droit, on enlève la moitié du côlon à droite et on enlève les ganglions, les adénopathies qui sont les relais en fait immédiatement adjacentes à la tumeur, ce qui permet de classer les tumeurs. Mais il y a eu également la chirurgie consacrée à une tumeur du côlon gauche. Et comme je vous l'ai dit, pour les tumeurs qui sont localisées au niveau du rectum, aujourd'hui, non seulement l'idée c'est de, bien évidemment, stériliser le rectum de la tumeur, bien évidemment d'assurer la disparition de la tumeur, mais également préserver la fonction anale et rectale des individus. C'est pourquoi, de plus en plus, on fait des examens sophistiqués, l'IRM, j'en ai parlé, des écho-endoscopies qui permettent de voir, vous voyez, cette tumeur, on la voit par la vue de coloscopie, mais également en profondeur dans la paroi pour savoir par quelle technique opérer, quand opérer, et surtout savoir si on fait un traitement qu'on appelle néoadjuvant, c'est-à-dire d'abord un traitement médical par radiothérapie, la chimiothérapie, l'association des deux, pour pouvoir préserver le sphincter anal de façon à éviter l'anus artificiel et, s'il le faut, de temps en temps, assurer un anus artificiel provisoire, mais également rétablir la continuité. L'idée, c'est totalement cela. Ceci est actuellement possible grâce à ce traitement qu'on appelle la radiochimiothérapie néoadjuvante, mais également facilité avec les méfaits et les effets secondaires diminués grâce aux techniques modernes de chirurgie qui sont le robot. Alors, en conclusion, ce qu'on peut retenir de ces journées, c'est quoi? C'est qu'il faut utiliser les tests offerts. Ces tests sont là. À partir de quand? À partir de l'âge de 50 ans. Quand j'ai des symptômes, non. Quand je n'ai pas de symptômes, c'est surtout quand je n'ai pas de symptômes, à partir de 50 ans, je ferai les tests. Car si j'ai des symptômes digestifs, je vais voir mon médecin, généraliste ou gastroentérologue, pour réaliser directement la coloscopie. Le but de test, c'est quoi? C'est de voir s'il y a un peu de sang dans les selles, non visible à l'œil nu, et si le niveau de sang dans les selles est inquiétant et critique, je vais faire la coloscopie. Alors, fort heureusement, dans un nombre très important de cas, la coloscopie est normale et le sang, on dira, est venu d'une lésion hémorroïdaire ou d'un saignement qui existe parce que je prends des anticoagulants ou des médicaments de ce type. Et de temps en temps, lorsqu'il y a un polype, j'en fais la cure. Et s'il y a un cancer et je ne peux pas en faire la cure au cours de la coloscopie, je ferai une chirurgie et au moins j'assure la guérison. Car les lésions sont détectées tôt. Et si les lésions sont détectées tôt, la guérison est complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je traite un cancer fréquent, potentiellement grave, au moindre frais pour moi, pour mon corps, mais également pour la société. Je ne consommerai pas de médicaments en faisant de la chimiothérapie et la chirurgie va être plus simple à gérer. Bien évidemment, il va falloir, tout au long de votre vie d'adulte, assurer une hygiène de vie qui consiste à consommer moins, dépenser plus d'énergie. Voilà, en 20 minutes, ce que je pouvais dire en résumant le premier webinaire qui a été consacré au dépistage, le deuxième webinaire consacré à la chirurgie robotique, troisième webinaire consacré aux techniques innovantes en radiothérapie, quatrième webinaire en IRM du corps entier, d'une façon générale en imagerie adaptée
au bilan de cancer du côlon. 5e, consacré au test immunologique, comment je fais, comment je l'organise et quels résultats j'attends de ce test. 6e webinaire consacré à la nutrition, activité physique, intox, info. 7e webinaire, si quelqu'un dans ma famille a un cancer du côlon, que dois-je faire? Est-ce que je vais faire une coloscopie? Est-ce que je fais le test? 7e webinaire, pourquoi pratiquer une activité physique si j'ai un cancer? Et enfin, ce dernier, et l'ensemble de ces webinaires seront réunis et disponibles sur vidéo et sur le site de l'hôpital. Et sur YouTube aussi. Et sur YouTube. Voilà, merci de votre attention et à l'année prochaine.